Bonjour, merci beaucoup, professeur, pour vos mots. Merci beaucoup pour cette invitation. Et je suis désolé de parler en français à mon tour, mais l'italien, on l'a déjà dit, ce n'est pas à choisir par rapport au français dans cette situation-là. Et le titre de mon intervention a déjà été rappelé et la question qui se pose est donc la distinction entre les valeurs et la valeur dans la pensée de Jean-Paul Sartre. Pour aborder la question de la valeur chez Jean-Paul Sartre, il faut tout d'abord donc comprendre cette différence entre les valeurs et ce qu'il appelle la valeur. Il ne s'agit pas d'une distinction lexicale, grammaticale, mais de deux concepts complètement différents qui engagent à la fois l'ontophénoménologie et l'éthique. Il ne s'agit pas uniquement d'une question, mais d'un véritable demande qui nous parle de la structure désirante de l'existence humaine. La racine de cette distinction se trouve dans son ouvrage de 1943, L'être et le néant. La finalité de cette reconstruction que nous présentons aujourd'hui sera celle de montrer et repenser peut-être le rôle de la valeur dans l'ontophénoménologie sartrienne pour comprendre son importance dans la description existentialiste de la condition humaine. L'étude sartrienne de la valeur ne se limite pas à une analyse pratique de ce que l'homme fait, mais ouvre des espaces de réflexion autour de ce que l'homme est. Même s'il est difficile de parler de métaphysique en relation à Sartre, il est tout à fait possible de reconnaître le dépassement d'une dimension purement factuelle, ou encore éthique, ou simplement ontologique, en direction d'une pensée plus fondamentale. Nous y reviendrons en tout cas brièvement dans la conclusion. La valeur, nous avons affirmé, n'est pas une question, mais une demande qui révèle la condition ontologique de l'homme. La valeur est une ouverture, mais elle est en même temps une impossibilité. En revanche, les valeurs sont conçues par Sartre comme des possibilités, à savoir des clôtures. Cette contradiction apparente s'éclaire à la lumière du problème de l'angoisse. Sartre dit que cette dernière, l'angoisse, surgit dans le rapport originel aux valeurs et que les valeurs sont des exigences qui réclament un fondement qui ne se trouve pas dans l'être, mais qui, à cause de leur structure idéale et non réelle, est à situer ailleurs. La caractéristique propre des valeurs est d'être inconditionnellement et de n'être pas. Pour comprendre ce point, nous devons mentionner rapidement les deux exemples donnés par Sartre lui-même. Celui qui sait écrire un livre, tout comme celui qui entend le réveil au matin, ils ne perçoivent pas le livre et le réveil comme des impositions venues de l'être en soi des choses, mais ils donnent une valeur à ce même en soi. Dit autrement, l'obligation inconditionnelle qui découle de l'activité de rédaction du livre, pareillement à celle de se lever pour aller travailler lorsque le réveil sonne, ne se trouve pas dans le livre ou dans le réveil. Ce n'est pas le livre ou le réveil qui m'impose une obligation, bien que je trouve dans la présence du livre et du réveil une obligation qui s'impose à moi. Cette dernière, cette obligation, arrive d'ailleurs. Les obligations ne sont pas comme ce stylo est un stylo, comme cette bouteille est une bouteille, à savoir comme des objets réels. Mais elles, les obligations, se trouvent à agir sur l'existence à partir d'un au-delà de l'être, qui est apporté dans le monde par le sujet.
C'est parce que je ai choisi d'écrire ou de me réveiller que je perçois le livre et le réveil comme des exigences. Il est l'homme qui valorise ces choses à partir de son projet d'écrire ou travailler. L'impérieuse exigence du réveil et de l'activité rédactionnelle est conférée aux choses par les sujets. Comme le dit encore Claude Romano, cela signifie que, je le cite, « Ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que l'homme l'a choisie, mais c'est parce que l'homme l'a choisie qu'elle est bonne. » Un sujet tellement libre ne peut pas ne pas être angoissé par son pouvoir de valorisation. Nous comprenons alors que pour Sartre, les valeurs ne sont pas reconnues comme des entités dans le monde, mais qu'elles sont dévoilées, je cite Sartre, par une liberté active qui les fait exister comme valeurs, du seul fait de le reconnaître pour tel. Et Sartre résume ainsi sa position face aux valeurs. Il s'ensuit que ma liberté est l'unique fondement des valeurs et que rien, absolument rien, ne me justifie d'adopter telle ou telle échelle des valeurs. En tant qu'être par qui les valeurs existent, je suis injustifiable. Et ma liberté s'angoisse d'être le fondement, sans fondement, des valeurs. Fin de la citation. Les valeurs que je trouve dans le monde n'existent pas dans le monde à titre d'objet, mais sont dévoilées par moi, par mon activité, par ma liberté. Rien n'arrive à justifier le choix d'un sujet, parce que rien ne se trouve par derrière le sujet lui-même à titre de fondement. Tout au contraire, il est la situation éclairée par le sujet, par le projet de chacun qui insère dans le monde les valeurs, comme le sens des choses et en tant qu'appel qui pousse une existence à se produire d'une certaine façon, à savoir celle du projet de soi. Les valeurs sont posées par une liberté à partir d'une situation projetée. Vu que les valeurs n'ont pas une existence indépendante dans le monde, pour la raison qu'elles sont des idéales à réaliser et non des réalités à percevoir, elles, les valeurs, ont un caractère ambigu. D'un côté, les valeurs colorent le monde en lui donnant un sens. De l'autre, les valeurs imposent au sujet un sens déjà ordonné par la signification que la valeur porte avec soi. Si donner une valeur à une situation signifie penser à la possibilité qu'elle puisse recevoir par moi un sens, en même temps, cela signifie que la valeur, ainsi choisie, aliène ma situation à une signification objective, commune, partagée par tout le monde. En d'autres mots, les valeurs apportées dans le monde par le sujet nous parlent de ses possibilités de signifier le monde à partir de son projet d'exister, tout en nous montrant un cadre déjà fixé à l'intérieur duquel le sujet n'est plus libre, mais aliéné aux significations ainsi reçues. Les valeurs s'imposent à partir du sujet. Pourtant, les valeurs imposent au sujet un sens préétabli, qui limite ses possibilités, tout en les révélant. Voilà la raison pour laquelle les valeurs représentent, aux yeux de Sartre, des clôtures autant que des possibilités. Les valeurs, donc, procèdent de l'homme, qui en est le fondement. Maintenant, la question qui se pose est la suivante. Qu'est-ce que doit être l'homme afin d'être le fondement des valeurs? Dans l'être et le néant,
il s'agit de démêler la corrélation entre la conscience et le monde, par le biais d'analyses phénoménologiques et en direction d'une description ontologique de la réalité humaine. Le nom assigné à la conscience en tant qu'être est celui de « pour soi », rapport à et sortie de soi. Tandis que le monde est décrit comme en soi, identité et massivité absolue. L'immanence infinie de l'en soi est niée par la transcendance radicale du pour soi, c'est-à-dire que la conscience, tout en se vouant au monde, nie d'être ce monde qu'elle pose dans son acte intentionnel. En lisant un livre, je me constitue en tant que lecteur. Cela arrivant de la négation d'être de la même nature de ce avec quoi j'ai une relation intentionnelle, à savoir le livre. Si la conscience surgit du monde, elle le fait en relation, mais surtout en opposition au monde lui-même. Cela signifie que la conscience n'est portée sur un être qui n'est pas elle. Traduit, il n'y a pas de conscience qui ne soit pas liée au monde. C'est là que Sartre situe la profondeur de l'intentionnalité. Cette dernière ne réside pas dans une liaison objectivante au monde, ce n'est pas une question de connaissance. Plutôt, pour la conscience, avoir conscience de quelque chose signifie qu'elle se détermine elle-même, dans son être, par le biais de l'acte intentionnel, en relation à quelque chose. Ce serait mieux de dire que la conscience et le monde se codéterminent ontologiquement dans l'acte intentionnel. Le monde, nommé en soi, est, et il est nié par la conscience, nommée pour soi, qui n'est pas le monde. La conscience se voue au monde et le nie, le dépasse, le transcende en direction de ses propres fins. Mais nier d'être l'être signifie avouer de ne pas être. Ou mieux, de ne pas être un être semblable à l'être du monde. C'est pour cela que la conscience, le pour soi, dans son être, est conçue par Sartre en tant que néant. La conscience n'est pas, elle a à être, et elle peut être uniquement en relation à l'être dont elle tire son propre être comme négation. Par conséquent, nous dit Sartre, le pour soi est fondement de soi comme défaut d'être, c'est-à-dire qu'il se fait déterminer en son être par un être qu'il n'est pas. En résumant, le pour soi nie et dépasse vers ses propres fins l'en soi, mais en si faisant, il est déterminé dans son être par l'être de l'en soi. Le pour soi n'est pas, mais il a à être, il doit être quelque chose. Tandis que l'en soi est identité à soi. Il est, tout simplement. Si le stylo que j'utilise est totalement et complètement réalisé dans sa présence au monde, il ne peut pas différer de soi. Il est ce qu'il est. Il ne manque de rien pour être ce qu'il est. Moi que j'écris, j'ai à me réaliser dans le monde au travers mes actions, puisque je ne suis pas comme un objet. Au départ de mon existence, quelque chose de déjà fixé, mais en tant que liberté, j'ai à me projeter et me réaliser par mes actions. Il n'y a pas de sens de l'homme, et par conséquent, il doit se réaliser dans le monde. Donc, le pour soi est néant par rapport à l'en soi, qui en revanche est. Mais le pour soi est néant face à, ou mieux, en relation à l'en soi. Bien que le pour soi souhaite se développer dans le monde, il ne peut pas le faire qu'il se voue à l'en soi. Dit simplement,
L'en-soi ne nécessite pas du pour soi pour être ce qu'il est, tandis que le pour soi a absolument besoin de l'en-soi pour tenter d'être quelque chose. L'en-soi ne manque de rien, alors que le pour soi est constante recherche d'une dimension d'être qui soit stable. Il est pour cette raison que Sartre conçoit le rapport entre pour soi et en soi comme codétermination. L'en-soi reçoit du sens par la valorisation du pour soi, qui l'amène au-delà de sa coïncidence stérile. Le pour soi trouve dans l'en-soi son unique possibilité d'être quelque chose par-delà son néant. Nous arrivons ainsi à comprendre pour quelles raisons Sartre mentionne la question du manque, qui nous permet d'avancer dans notre discussion à la recherche de la valeur. Le manque est une relation de négation qui détermine l'être de ce qui nie. Il n'y a le moindre manque dans l'en-soi, vu qu'il est identité à soi. En revanche, le pour soi est néant et donc il manque d'être, d'identité. Il est manque. Par conséquent, Sartre soutient que le manque n'apparaît dans le monde que par la réalité humaine. En regardant un croissant de lune, j'affirme que la lune n'est pas pleine. Je juge la présence pleine du croissant de lune comme manque de la lune pleine. Avec mon jugement, je dépasse la plénitude du phénomène croissant de lune en direction d'un phénomène différent, d'une totalité que c'est à moi d'imaginer comme totalité, à savoir la lune pleine. Je juge le croissant comme défaut et non comme présence pleine. Ainsi apparaît ce que Sartre appelle une trinité. Le manquant, c'est-à-dire la partie de lune qui manque afin d'avoir une lune pleine. L'existant, à savoir le croissant de lune que je constate. Le manqué, conçu comme la totalité envisagée qui est synthèse du manquant et de l'existant. À bien regarder, le manquant et l'existant ne trouvent pas leur sens qu'à la lumière du manqué. Il est uniquement face à la lune pleine que je peux dire que le croissant de lune n'est pas une lune pleine. Mais cette dernière, en tant que totalité qui n'est pas présente dans le monde actuel dans lequel je perçois le croissant de lune, n'existe pas sinon à titre de projection, apportée dans le monde par la réalité humaine. En soi-même, le croissant de lune ne manque de rien en tant que phénomène d'être. C'est à l'homme de le percevoir comme manque. Par conséquent, vu que dans l'en-soi il n'y a pas de manque, Sartre en conclut que c'est à la réalité humaine d'apporter le manque dans le monde, à titre de dépassement, de transcendance. Seulement, cela peut arriver uniquement parce que la réalité humaine, nous dit Sartre, est elle-même en manque. Elle est elle-même cette transcendance, ce dépassement. Seul un être qui manque peut dépasser l'être vers le manqué. L'homme est exactement ce manque. Il est là que Sartre, pour Renaud Barbaras, accomplit un pas décisif d'un point de vue phénoménologique, en affirmant que la structure de la conscience, à savoir de la réalité humaine, doit être décrite en termes de désir. Qu'est-ce que désire l'homme? Le pour soi n'est pas, il est néant. Il n'a pas d'identité avec soi, vu qu'il est échappement à soi vers son propre avenir. Il est transcendance et pas immanence. Il dépasse son actualité et son manque en direction d'un avenir où son projet de se fonder sera réalisé. Par conséquent, le pour soi se nie en vue de soi. Il nie son manque d'être actuel en vue de soi comme être fondé dans l'avenir. Il souhaite être soi, c'est-à-dire s'identifier avec soi. Mais s'il pouvait le faire, il rentrerait dans l'ordre de l'objectivité, pour disparaître en tant que pour soi. Bref,
vu que la structure ontologique du pour soi consiste dans ce manque essentiel qui le pousse à agir pour être, il ne peut que rester dans ce mouvement. Autrement, il ne serait plus soi-même. L'homme se perçoit comme néant et il désire devenir quelque chose. Il désire être certain et identique à soi, tout comme l'en soi. Pourtant, cette identification souhaitée est par définition impossible. L'homme s'ouvre au monde pour être, mais il ne peut pas être. Autrement, il disparaîtrait comme homme pour devenir objet. Le désir d'être de l'homme, le désir de s'identifier à soi, d'avoir une identité, le désir d'être soi est un désir impossible. Dit autrement, je cite Sartre, la réalité humaine surgit comme telle en présence de sa propre totalité, ou soit comme manque de cette totalité. Et cette totalité ne peut pas être donnée par nature, puisqu'elle ressemble en soi les caractères incompatibles de l'en soi et du pour soi. La réalité humaine ne pourrait atteindre l'en soi sans se perdre comme pour soi. Nous comprenons que le pour soi, comme existant, manque de cette dimension d'être qui lui est nécessaire pour rejoindre son manqué, le soi. Ce dernier, d'un côté, est l'objet actuel auquel le pour soi aspire. De l'autre côté, il n'est pas actuellement dans le monde. Son ambiguïté s'apparente à celle des valeurs que nous avons mentionnées tout à l'heure. Dit autrement, le soi, comme but final du projet de fondation du pour soi, est en tant que manqué apporté par le pour soi dans le monde. Et en même temps, le soi n'est pas, puisqu'il n'existe actuellement et surtout, il ne peut pas exister, sous peine de disparition du pour soi. En conséquence, Sartre est amené à affirmer que l'être du soi, c'est la valeur. En d'autres mots, le soi est, en tant qu'existant normatif, et n'est pas, puisqu'il n'est pas être. Dans ce sens, le soi est valeur. Mais il n'est pas une valeur, parce qu'il n'engage pas la réalité humaine en direction d'une fin particulière. Le soi est la valeur, puisqu'il est l'au-delà qui dépasse et fonde tous mes dépassements, mais vers quoi je ne peux jamais me dépasser, puisque justement mes dépassements le supposent. Le soi est alors le manqué de tous les manques, et non le manquant, parce qu'il est l'horizon de destination auquel le pour soi désire arriver, sans pouvoir jamais le rejoindre. Le soi est valeur parce qu'il est l'au-delà du néant que le pour soi est. Mais en même temps, le soi est la valeur, puisqu'il amène le pour soi à chercher son identité, son fondement de soi. Il n'y a rien de plus originaire, de plus absolu que la recherche du fondement. Et vu que le pour soi n'a pas de fondement et il désire l'avoir, se le donner, il est nécessaire de concevoir le soi comme sa valeur propre. Voilà pourquoi la valeur, dans son surgissement originel, nous dit Sartre, n'est point posée par le pour soi. Elle lui est consubstantielle. Mais cette consubstantialité hante le pour soi, comme l'être qu'il a à être en tant qu'il est fondement de son néant d'être. Par contre, comme nous le savons, le pour soi ne pourra jamais accomplir cette tâche. Nous pouvons désormais résumer ce que nous avons exposé jusqu'à maintenant. La réalité humaine est néant. Elle cherche à se réaliser dans le monde. Elle le fait en le niant et en se projetant en direction d'un futur à réaliser. Un futur dans lequel elle sera fondement de soi. Toutefois,
À cause de sa structure ontologique, la réalité humaine se trouve dans l'impossibilité de satisfaire son désir d'être. Elle ne peut pas être le soi qu'elle aspire à devenir, à être. Autrement, elle disparaîtrait comme subjectivité pour se retrouver comme objet. Finalement, la valeur, à savoir le soi, comme noyau fondamental du projet existentiel de chacun, tout en étant son ouverture originaire au monde, reste une impossibilité. Et pour cause. Si jamais l'homme pouvait s'accomplir, il ne serait plus qu'une chose. Par conséquent, nous envisageons l'exigence de se tenir dans cette impossibilité, qui donc n'est pas une limite, mais une structure nécessaire de l'existence humaine. Si cette impossibilité se trouve à la source d'où jaillit l'existence en tant que projet, les possibilités singulières, les événements quotidiens qui motivent nos choix, à savoir, selon la formule d'Alain Renaud, les énumérations des caractères de ce soi, c'est-à-dire les valeurs, ne sont rien d'autre que les significations singulières que nous donnons aux choses et qui réalisent certaines possibilités à l'exclusion d'autres. En revanche, la valeur a l'ambition de tout réaliser, de tout concrétiser, de fonder toute l'existence en un seul point, l'en soi pour soi. Fusion impossible et qui, en conséquence, marque l'inutilité de la passion humaine, que Sartre mentionne à la fin de son ouvrage. L'homme n'est pas inutile dans le sens où il ne sert à rien. Il est inutile parce que son existence n'est pas là pour un but particulier, pour une finalité préétablie, une question précise. L'existence humaine, selon l'existentialisme de l'être et le néant, doit uniquement s'exercer et se retrouve dans ce mouvement qui reste, malgré tout, apparenté au désir et à sa caractéristique propre, celle de demande, qui ne doit pas s'accomplir afin de pouvoir continuer à exister. Nous souhaitons conclure par une question qui restera ouverte. L'ontologie, comme nous dit Sartre à la fin de l'œuvre, ne saurait pas formuler des prescriptions morales, mais elle ne peut pas que se limiter à décrire une certaine condition. De même, l'éthique, à partir de ce moment de la réflexion sartrienne, semble plutôt se vouer à la mise en lumière des structures qui limitent l'absolue liberté de l'homme. Sauf une parenthèse très limitée, située entre 47 et 48, à savoir les cahiers pour une morale, Sartre n'a jamais essayé de construire une éthique positive, mais il a toujours tenté de révéler les contraintes de quelconque dimension normative. En somme, la question de la valeur, dépasse énormément des questionnements moraux, sans se limiter à un portrait d'une prétendue essence humaine, d'autre part niée par Sartre lui-même à plusieurs reprises. Mais alors, où situer la vision de la dimension désirante de l'homme, la conception de sa valeur comme impossibilité, sinon au niveau d'une pensée plus fondamentale? Sartre n'a jamais été un métaphysicien. Et pourtant, son existentialisme nous amène à parler de l'homme en des termes qui s'accordent avec l'enquête dans pourquoi, plutôt que dans comment ou dans quoi. Peut-être que ce qui reste encore exploré dans sa pensée est la portée métaphysique de ses réflexions, qui nous parle de la recherche d'un sens et non d'une forme ou d'un contenu de l'expérience humaine elle-même. Merci beaucoup.